Aujourd'hui, c'est le cours des diarrhées infectieuses. Donc, pour le plan de cours, l'introduction, la physiopathologie, puis on va faire comme une conduite à tenir devant une diarrhée fébrile. Euh, on va commencer par éliminer les étiologies non infectieuses, puis gérer les urgences, puis les situations en dehors de l'urgence, puis la prise en charge. Bon, on commence par l'introduction. On commence toujours par définir le sujet. C'est quoi la diarrhée? La diarrhée, c'est une élimination de quantité anormale des sels et de l'eau, supérieure à 300 grammes par jour. Elle est aiguë lorsqu'elle survient moins de 2 semaines. Et lorsqu'elle est aiguë, elle est souvent infectieuse, d'origine infectieuse. Donc, la majorité des diarrhées spontanément résolutives nécessitent qu'un traitement symptomatique. Les situations d'urgence, on a 4 situations d'urgence: la déshydratation aiguë, sepsis grave, syndrome pseudo-occlusif, diarrhée au retour d'un zone palustre. Les contre-indications de l'opéramide sont deux. La première, c'est diarrhée fébrile et eau sanguinolente et avant l'âge de 30 mois. La coproculture est indiquée dans 4 situations. Dans le cas de diarrhée fébrile, immunodépression, signe de gravité et retour tropical. Donc, toute diarrhée survient pendant ou dans les 2 mois suivant un traitement par antibiotique doit faire rechercher le toxine de Clostridium difficile. Le traitement repose toujours sur la réhydratation et sur l'antibiotique dans 2 indications, soit une diarrhée fébrile, soit syndrome cholériforme grave. La prévention de la transmission croisée repose sur l'hygiène, notamment le lavage des mains. Maintenant, la physiopathologie. Donc, la physiopathologie, on a 2 mécanismes, mécanisme sécrétoire et mécanisme entero-invasif. Pour le mécanisme sécrétoire qui va donner le syndrome cholériforme, dans ce mécanisme, l'agent pathogène stimule la sécrétion de l'eau sans détruire la cellule, c'est-à-dire pas d'effet cytotoxique. Le toxine soit préformé avant son ingestion, soit sécrété quand le micro-organisme fixé sur l'épithélium. Donc, le toxine entraîne une sécrétion de l'eau et les électrolytes par la cellule épithéliale du grêle sans lésion anatomique. Donc, le toxine va agir au niveau de l'intestin grêle proximal. Et soit il va agir par augmentation de concentration de adénosine monophosphate ou bien de guanosine monophosphate, selon le type de toxine. Si le toxine est entérotoxine de Vibrio cholera, ou bien toxine thermolabile de E. coli, ou bien toxine de Staph, il va augmenter la concentration intracellulaire de adénosine monophosphate cycline par stimulation de adénylcyclase. Et si le toxine est thermostable de E. coli, va augmenter la concentration intracellulaire de guanosine monophosphate cycline. On passe au deuxième mécanisme entéro-invasif. L'agent pathogène entraîne cette fois-ci une lésion de la muqueuse, soit par l'invasion de micro-organismes, soit par un toxine cytotoxique. Donc, on a 3 cas dans ce mécanisme. Premièrement, les bactéries type Shigella qui entraînent un syndrome dysentérique. Donc, elles envahissant les cellules épithéliales et s'y multipliant jusqu'à leur destruction. Ils vont entraîner aussi une réaction inflammatoire intense, expliquer la présence de sang glaire, le puits dans les selles, généralement associée à fièvre, et la lésion siège au niveau du côlon. Deuxième situation, bactérie type Salmonella et Yersinia qui va donner le syndrome gastro-entérique. Donc, elle traverse l'entérocyte et la muqueuse sans la détruire, pénétrant dans les tissus lymphoïdes, semi-queux et désentériques ou se multiplient au sein de macrophages et donnent des réactions inflammatoires, siègent au niveau de l'intestin gras cette fois-ci. Et dans ce cas, il y a le risque de diffusion bactériémique, surtout chez les immunodéprimés ou bien drépanocytaires. Donc, le tableau de gastro-entérique associé diarrhée avec des vomissements.
Troisième cas, la bactérie type Clostridium difficile sécréter des toxines cytotoxiques. On a 3, le toxine A, B et toxine binaire, capables de désorganiser le cytosquelette des cellules épithéliales digestives et entraînent leur apoptose. Maintenant, on commence la conduite à tenir. On doit commencer par éliminer ce qui n'est pas infectieux. Par exemple, les causes fonctionnelles telles que le colopathie, les fausses diarrhées après les constipations, causes médicamenteuses telles que les ANS, les laxatifs et les antibiotiques, les Mickey, Crohn ou bien l'RCH, syndrome de malabsorption, maladie cœliaque, causes tumorales comme le cancer côlon et causes endocriniennes comme l'hyperthyroïdie. Donc, puis on passe directement aux les situations d'urgence. Comme j'ai déjà cité dans l'introduction, on a 4 situations d'urgence. On commence par la déshydratation aiguë. On a la déshydratation, syndrome pseudo-occlusif, sepsis et diarrhée fébrile au retour d'une zone tropicale. Pour la déshydratation aiguë, plus sévère lorsqu'elle est accompagnée de vomissements bien fièvre, si la diarrhée est plus intense, surtout chez les nourrissons et les vieillards. Donc, parce que la diarrhée va entraîner la déshydratation, et si elle associe des vomissements et de fièvre, elle devient plus sévère. On a 2 types de déshydratation, soit intracellulaire, soit extracellulaire. Intracellulaire va manifester par soif, sécheresse de la muqueuse buccale et conjonctivale. Troubles de vigilance pouvant aller jusqu'à coma. Pour la déshydratation extracellulaire, on va y avoir du pli cutané, yeux cernés, dépression de la fontanelle chez les nourrissons, extrémités froides, des marbrures de collapsis et oligoanurées. Biologiquement, dans le cas de déshydratation, on va avoir des déséquilibres hydroélectrolytiques et acido-basiques, hémoconcentration, hypocalémie, acidose permet de guider la réhydratation. Et pour évaluer la déshydratation, on a une classification de l'OMS qui va classer selon les signes cliniques, stade A, B et C, selon l'état général, le soif, la langue, les yeux, les larmes, le pli cutané. Donc, pour l'état général, elle est normale dans le stade A, B agité et C inconscient. Pour le soif, dans le A non assoiffé, B assoiffé, C incapable de boire. La langue A humide, B sèche et C très sèche. Les yeux A normaux, B enfoncés et C excavés. Les larmes A présentes, B absentes, C absentes. Le pli cutané A s'efface rapidement, B s'efface lentement et C s'efface très lentement. Dans cette complication à la déshydratation, on doit débuter une réhydratation soit par voie orale, soit par voie veineuse. Donc, par voie orale, il est plus souvent possible consister à un apport hydrique associé au glucose et des électrolytes. Pour le voie veineuse, seulement si la déshydratation supérieure à 8% de poids et des vomissements importants, collapsis ou bien malade inconscient. Donc, ce sont les 4 situations de l'indication de réhydratation par voie veineuse. Donc, premièrement, déshydratation supérieure à 8% de poids, vomissement et collapsus et malade inconscient. Donc, le demi du volume des pertes à corriger dans les premiers 6 heures. Et la reprise du reste témoin de la correction de la collapsus. Donc, deuxième situation d'urgence, c'est le syndrome pseudo-occlusif. Donc, on a tableau d'occlusion du côlon sans obstacle, d'origine végétative, dû à soit une colite grave de Clostridium difficile, ou bien Shigella, ou bien Salmonella, ou bien dû à une hypocalémie, ou bien dû à la prise d'inhibiteurs de la motricité intestinale, telle que la prise de loperamide. Ce tableau impose d'élimination d'urgence chirurgicale. Le traitement, c'est l'arrêt alimentaire et la mise en place d'un sonde gastrique rapidement. Le troisième situation d'urgence, c'est le sepsis et les formes bactériémiques. Cliniquement, on a les critères de sepsis grave, le SOFA, le quick SOFA.
et toujours survient généralement sur un terrain tel que l'immunodépression, drépanocytose, neutropénie ou bien sujet âgé. La prise en charge, c'est l'hémoculture associée à la coproculture et antibiotiques en IV par ces 3 géobiomes fluoroquinolone, plus ou moins associé à la minocyte, plus ou moins associé à la métronidazole. Quatrième situation d'urgence, diarrhée fébrile au retour d'un pays endémique palestre, doit faire systématiquement éliminer le paludisme, parfois du sanguin plus goutte épaisse, et parfois la typhoïde, éliminée par les hémocultures et la coproculture. Maintenant, avant de commencer le diagnostic positif, on a des critères d'hospitalisation qui sont l'âge inférieur de 3 mois, décompensation de comorbidité, vomissement rendant la réhydratation impossible, déshydratation supérieure à 8% de poids, collapsis, isolement au niveau social défavorable, des signes de sepsis grave, troubles de vigilance, diarrhée au retour d'un pays d'endémie palestre et bien coliectasie. On commence le diagnostic positif, donc on a les éléments d'orientation, la présentation clinique de la diarrhée, contexte survient, contexte épidémiologique, des cas groupés, voyage, prise des antibiotiques, comorbidité. Puis on commence dans la clinique, on a soit syndrome cholériforme, soit syndrome dysentérique ou bien syndrome gastro-entérique. Pour le syndrome cholériforme, comme on a déjà cité, donne la physiopathologie, les mécanismes responsables sont mécanismes sécrétoires. Donc, dans ce syndrome, va se manifester par diarrhée aqueuse profuse ou de riz, risque de déshydratation fréquente sur un terrain de risque tel que le nourrisson sujet âgé, pas de fièvre, sauf si on a signe de déshydratation intracellulaire, des vomissements et douleurs abdominales sont inconstantes. Pour le syndrome dysentérique, qui est le mécanisme ici invasif, donc les selles nombreuses, afficales, glaireuses, sanguinolentes, parfois mucopurulentes, on a douleur abdominale diffuse ou colique en cadre, on a le triade douleur abdominale, empreinte et ténisme. Les empreintes de douleur abdominale s'accompagnent d'une contraction douloureuse et répétée du rectum avec des forts besoins. Les ténesmes sont sensations douloureuses de la région anale avec des forts besoins. Donc, dans ce cadre, la fièvre souvent, on a toujours ici la fièvre est présente. Elle est absente en cas d'amébose colique. Pour le syndrome gastro-entérique, va manifester par diarrhée banale aspécifique, plus douleur abdominale, plus ou moins fièvre et des vomissements. On passe aux examens complémentaires. Donc, les examens complémentaires sont discrets selon l'indication. Les examens des selles. Les examens des selles sont la copro, recherche de virus, recherche de parasites et recherche de toxines. La copro réalisée avant l'antibiotique. Les indications sont 4, diarrhée fébrile, TIAC fébrile, retour d'un tropical, signe de gravité, immunodépression. Donc, permet d'identifier Salmonella sp, Shigella, Yersinia et Campylobacter. Recherche de virus est une méthode de diagnostic rapide par l'immunochromatographie, recherche de rotavirus, norovirus et adénovirus. L'indication dans les épidémies collectives et diarrhée chez l'immunodéprimé. Parasitologie du sel a réalisé à 3 reprises après un séjour en zone d'endémie tels que Giardia, Histoplasmose, Entamoeba. Chez un immunodéprimé à la recherche de cryptosporodiose, microsporodiose, devant diarrhée aqueuse chez les immunocompétents. La recherche de toxines de Clostridium difficile et techniques spécifiques confirmées par PCR et l'indication de la prise déjà des antibiotiques. Ça pour les examens des selles. Autre examen à faire, l'hémoculture sous fièvre, bilan de retentissement si déshydratation avec sepsis, la phanase, créatine et bilan ionogramme. L'examen endoscopique, la rectoscopie, rarement la coloscopie, permet de visualiser le pseudomembrane en cas de colite à Clostridium difficile et réaliser des biopsies. Les indications lorsque diarrhée persistante et l'agent non identifié malgré un bilan, ou bien immunodépression, absence d'agent, toujours l'agent est non identifié. Maintenant, on passe au diagnostic étiologique selon le syndrome. Donc, pour le syndrome cholériforme, on a
principalement 3 agents: choléra, au colis entérotoxinogène et des virus. Pour le choléra, le vibrion choléra vit dans les eaux 100 mètres des ustrémaires. Les souches épidémiques sont 0,01 et 0,139 dans l'Inde et Bangladesh. L'homme est le seul réservoir. L'immunité conférée par choléra est de courte durée. Donc, cliniquement, l'incubation est courte de quelques heures jusqu'à 5 jours. Diarrhée profuse en eau de riz afécale dans d'air fade entraîne des pertes hydriques jusqu'à 15 litres par jour avec déshydratation globale, collapsus, anurie, vomissement et hypocalémie. À l'examen microscopique, l'examen à l'état frais des selles permet de voir une petite bacille à gram négatif, incurvée, envergée, très mobile. Le diagnostic confirmé par la culture. La prophylaxie basée sur l'isolement de malades avec des contaminations du sel du vomissement par eau de javel, mesures d'hygiène, lavage des mains et des vaccins anticolériques, vaccins oraux. Deuxième agent dans le syndrome cholériforme, c'est au colis entérotoxinogène, ce qu'on appelle Turista, cause des diarrhée des voyageurs. Turista, agressant par l'intermédiaire de l'air entérotoxine thermolabile ou bien thermostable, elle a les 2 toxines, provoque des diarrhées cholériformes hydriques avec douleur abdominale, régression en 2-4 jours. Le diagnostic PCR des gènes des entérotoxines. Pour le virus, soit rotavirus, soit la norovirus chez les enfants, bénigne, très contagieuse. Les enfants moins de 2 ans, associés à une bronchiolite. Le diagnostic se fait par recherche de virus dans les selles. Le syndrome cholériforme peut donner des TIAC où l'agent responsable c'est Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens et Bacillus cereus. Pour le syndrome dysentérique, on commence par Shigella. On a 4 espèces. C'est Shigella dysenteria, Shigella sonnet, Shigella boïdée et Shigella flexurée. L'homme est le seul réservoir. Une faible inoculant peut entraîner l'infection. Donc, Shigella dysenteria sont pathogènes par la caractéristique entéro-invasive liée. Le pouvoir donc pathogène est lié à l'existence de toxines, Shigatox, et l'existence de plasmide. L'incubation est courte, entre 2 et 5 jours. Le tableau fièvre avec syndrome dysentérique. Des formes sévères caractérisées par manifestations neurologiques et bactériémie rares. On fait le diagnostic par la coproculture. Aussi dans le syndrome dysentérique, on a l'amébose colique, on a la notion de séjour prolongé en zone tropicale dû à Entamoeba histolytica, et on a aussi le colis producteur de chigatoxine comme colis entéro-hémorragique et colis donc le responsable c'est la gène STX1, porteur de 99% de homologie avec Shigella dysenteria, entraîne une diarrhée hémorragique et provoque des complications chez les enfants type CHU. Pour le syndrome gastro-entérique, donc on a salmonella entérique à notifier. La dose infectante est élevée, 10 puissance 3 ou bien 10 puissance 2. Contamination par consommation des aliments crus non insuffisamment cuits, les volailles, les œufs, c'est la cause plus fréquente de TIAC. Campylobacter jejuni est présente dans le tube digestif de plusieurs animaux, en particulier les volailles. L'incubation à 1-3 jours, fièvre, diarrhée de douleur abdominale. À donner syndrome de Guillain-Barré peut survenir 1 à 3 semaines plus tard. Le diagnostic par la coproculture, l'évolution spontanée. Yersinia, on a 2 types, intercolitium et pseudotuberculosis, présentes dans les aliments végétaux et même les viandes.
Cette espèce capable de multiplier à température basse, elle donne des fièvres de l'aire abdominale, syndrome pseudo-appendiculaire. Secondairement peut apparaître un syndrome post-infectieux. Donc le syndrome post-infectieux traduit soit par érythème nœud, soit oligoarthrite réactionnelle. Le diagnostic par la coproculture. Autres situations telles que le E. coli entéropathogène, cause de gastro-entérite infantile, leurs caractères de pathogénicité sont sous la dépendance d'un lochis polygénique. Le gène EAE qui entraîne une lésion d'attachement et d'effacement au niveau de microvillosité des entérocytes. On a aussi les diarrhées post-antibiotiques à Clostridium difficile survient après un traitement antibiotique, surtout l'administration par voie entérale. Le mécanisme évoque un déséquilibre de la flore intestinale lié à troubles liés à les antibiotiques. Donc, diarrhée aussi la conséquence de la pullulation de Clostridium difficile, bacille gram-positif, anaérobie strict, toxinogène. Forme plus grave, donner un colite pseudomembraneuse. On a aussi les diarrhées au cours de sida, sont diarrhées chroniques à cause multiples. On va pas les détailler. On passe directement à la prise en charge. Donc, la prise en charge, grosso modo, pour les diarrhées sécrétoires, c'est la réhydratation. Pour les diarrhées invasives, c'est la réhydratation plus l'antibiotique. La réhydratation par voie orale, c'est l'apport hydrique plus le glucose et plus les électrolytes. Par voie IV, c'est les indications qu'on j'ai déjà cité, les déshydratations supérieures à 8% de poids, vomissement, des signes de gravité. Donc 50% de pertes on va les donner dans les 6 premières heures, puis 50% dans les 18 heures. Donc on a commencé par la réhydratation, puis deuxièmement réduire l'intensité de la diarrhée par poursuite des apports alimentaires après 6 heures de la réhydratation, et les antisécrétoires. Les antisécrétoires, c'est pas les qui diminuent la motricité. Ici, qui diminue la sécrétion. Et l'antibiotique, 2 indications lorsque le mécanisme invasif et lorsque le syndrome cholériforme sévère dans le cas de choléra ou bien thuristin. Donc, on commence par le traitement probabiliste pour le syndrome cholériforme. C'est la forme modérée. On donne seulement un traitement symptomatique. Si inefficace, on donne la fluoroquinolone ou bien l'azithromycine. C'est le syndrome cholériforme sévère. On donne fluoroquinolone pendant 3 à 5 jours ou bien l'azithromycine avec un traitement symptomatique. Pour le syndrome dysentérique, on commence par la fluoroquinolone 3 à 5 jours ou bien l'azithromycine. Un seul jour, plus n'oubliez pas que dans le syndrome dysentérique, les antipéristaltiques tels que l'opéramide sont contre-indiqués. Après, si on a une documentation, si on a salmonella bien shigella, l'antibiotique, c'est la fluoroquinolone C3 ou bien C3 injectable, la durée de 3 à 5 jours. L'alternative, c'est cotrimoxazole ou bien l'azithromycine. Dans le cas de Campylobacter, le traitement, c'est l'azithromycine pendant un seul jour. Ou bien l'alternative, c'est la fluoroquinolone pendant 5 jours. Yersinia enterocolytica, traitement par fluoroquinolone pendant 7 jours. L'alternative, c'est la doxy ou bien la cotrimoxazole. Clostridium difficile, le traitement, c'est metronidazole peros pendant 10 jours. L'alternative, la vancomycin ou bien la fidaxomicine. Vibrio choléra, le traitement, c'est la doxycycline, la durée 1 jour. L'alternative, c'est la fluoroquinolone. Et merci.